Bienvenue dans cet épisode numéro 17 dédié aux principes solides. Nous aborderons la signification de chaque lettre à travers un épisode pour bien détailler le principe de chaque lettre. Tout d'abord, laissez-moi vous rappeler ce que nous avons appris dans l'épisode précédent. Nous avons parlé du design pattern composite. Ce design pattern de structure permet de modéliser de façon simple et élégante une arborescence. Par exemple, une arborescence de fichiers constituée de répertoires et de fichiers. L'idée est de modéliser sous forme de leaf, feuille en français, ou de composite cette arborescence et permettre au client qui interagit avec cette arborescence de ne pas avoir à tester à chaque nœud lorsqu'il parcourt l'arborescence s'il s'agit d'un type feuille, donc une ramification, ou de type composite si l'arborescence continue derrière. Cette modélisation est possible grâce à l'usage d'une méthode récursive qui est implémentée dans la classe composite et qui permet ainsi de parcourir cette arborescence sans que le client ait à tester ses nœuds et son lot de if qui altèrent la compréhension du code. Il y a deux approches pour implémenter ce pattern. L'approche par transparence, dans laquelle toutes les méthodes de leaf et composite sont implémentées dans une interface commune, ce qui a pour inconvénient dans l'implémentation de la feuille de lever une exception pour les méthodes qui ne la concernent pas, comme par exemple addChild pour ajouter un enfant puisqu'une feuille n'a pas d'enfant. La deuxième approche par type safety consiste à mettre dans l'interface uniquement les méthodes communes. C'est l'approche que nous avons choisie lors de la présentation dans notre épisode précédent. Aujourd'hui, nous allons aborder les principes solides qui sont des concepts extrêmement importants dans la programmation orientée objet. Le S signifie Single Responsibility Principle, ce qui signifie que la classe a une responsabilité unique. O, Open Close Principle. L, Liskov Substitution Principle. I, Interface Segregation. Et D, qui signifie Dependency Inversion. À ne pas confondre avec Dependency Injection, que nous aurons l'occasion d'expliquer. Nous avons détaillé chaque lettre dans un épisode différent afin de bien détailler et de bien expliquer chaque concept. Aujourd'hui, nous abordons le Single Responsibility Principle. Comme vous le savez, une classe est constituée d'un état et d'un comportement. Cet état est modélisé par des variables d'instance, ce comportement par des méthodes d'instance. Si vous avez une classe qui a beaucoup de variables d'instance et beaucoup de méthodes d'instance, c'est peut-être un signe qu'elle a trop de responsabilités. Si par exemple cette classe fait également plus de 400 lignes, c'est aussi un signe qui doit vous alerter que cette classe a trop de responsabilités. Le fait qu'une classe ait beaucoup de responsabilités en soi n'est pas forcément un problème dans la mesure où lorsque nous codons, c'est un travail itératif, nous faisons évoluer la classe. À partir d'un moment, nous franchissons un seuil où nous nous rendons compte que la classe a trop de variables d'instance, trop de méthodes, ce qui fait que cette classe fait trop de choses. Et c'est là que nous devons penser à ce principe Single Responsibility Principle et nous poser la question, est-ce que toutes ces responsabilités de cette classe ne devraient pas être dispatchées, distribuées dans différentes classes pour clarifier la responsabilité de la classe? Dans le langage Java, nous avons une classe, la classe File, qui est un bon exemple d'une classe qui ne respecte pas le Single Responsibility Principle. Nous allons voir à travers un exemple pourquoi. Je vais vous présenter l'exemple de la classe File, ici la classe File de Java, qui ne respecte pas le principe Single Responsibility Principle, puisque, regardez, la classe File, quand je l'instancie, elle me permet d'accéder à un fichier. Ensuite, je peux créer un fichier, je peux le renommer, je peux vérifier s'il existe, afficher sa longueur, est-ce qu'il a été modifié, est-ce que c'est un répertoire, et je peux aussi naviguer dans l'arborescence, c'est-à-dire lister les fichiers, je peux avoir le nom du fichier parent. Donc en gros, on peut modéliser un chemin, le path, on peut modifier le système de fichiers, on peut lire les métadonnées, et on peut naviguer dans l'arborescence. Donc en fait, ça nous montre que cette classe file, elle a trop de responsabilités et qu'elle viole le principe de Single Responsibility Principle. Et d'ailleurs, Java a fait évoluer NIO pour résoudre un petit peu ce problème du file qui avait trop de responsabilités. Et ils ont introduit cette classe path qui justement permet de modéliser le chemin, mais pas plus que ça, comparativement à file. Ensuite, si on veut créer un fichier, eh bien, ils ont créé une nouvelle classe qui s'appelle files au pluriel,
qui permet de créer un fichier. Ensuite, on peut vérifier si le fichier existe, on peut l'effacer, on peut le lire. Donc on voit bien que file, on avait à la fois la représentation d'un chemin plus les opérations sur le file system. Le pass, c'est vraiment la représentation du chemin. Et file, c'est les opérations sur le file system. Donc là, en fait, là on est passé d'une classe file à deux classes, la classe pass et la classe files, qui a permis de bien séparer les responsabilités. Et dans ce sens, avec ces nouvelles classes de NIO, Java a fait en sorte de respecter le Single Responsibility Principle. Ici, j'ai un exemple d'un user service qui permet de créer un utilisateur et puis d'envoyer un email quand cet utilisateur a été créé. Donc on a un register user qui permet donc de l'enregistrer, d'accéder à la base de données et de créer l'utilisateur, et une méthode sendEmail qui permet d'envoyer un email et d'interagir avec le Java Mail API. Donc là, ce qu'on voit, c'est que cette classe user service, elle a trop de responsabilités puisqu'elle accède directement à la base de données, elle interagit avec Java Mail API, donc on ne respecte pas le Single Responsibility Principle. Là, on a une version améliorée qui permet justement de résoudre ce problème de Single Responsibility Principle. Donc on a toujours un user service, et cette fois-ci, on lui injecte un user repository qui va nous permettre de sauvegarder l'utilisateur, et un message service qui va nous permettre d'envoyer le message, envoyer l'email. Et donc là, on a bien séparé les responsabilités à travers un repository et un service de message, si bien que user service n'interagit plus directement avec la base de données. De plus, pour le cas d'un user repository, en général, ça se fait via interface. On a l'interface du repository et puis on a l'implémentation. Donc là encore, on a un découplage qui permet soit d'avoir un repository de type JDBC, de type JPA en fonction de l'implémentation. Toujours est-il que le service, lui, n'a connaissance que de l'interface pour justement éviter de coupler le service avec l'implémentation en question. J'espère que cette vidéo sur le Single Responsibility Principle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker, et je vous dis merci, à bientôt.